Bonjour à tous. Donc voilà, nous allons reprendre les débats en passant à une table ronde sur... oui, pardon, je me présente quand même. Je suis Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu. Donc nous allons enchaîner avec une table ronde pour une concertation efficace et en confiance. Quels outils au service d'une politique de logement pragmatique et d'un logement abordable? Pour débattre sur ce sujet, j'invite à me rejoindre sur scène Julien Serry, délégué aux affaires techniques du pôle Habitat FFB, Alain Lambert, président du Conseil national des normes, Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction, Nicolas Prudhomme, directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat, et enfin Franck Ovorka, directeur technique et de l'innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ces derniers mois, ces dernières années ont été marqués par énormément de concertations entre les pouvoirs publics et les acteurs de la construction sur beaucoup de textes tout aussi extrêmement importants comme la réglementation environnementale 2020, le diagnostic de performance énergétique. On a eu la loi Elan, la loi énergie-climat, la loi climat et résilience. Donc les concertations n'ont pas manqué, notamment au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, le CSC2E. Mais visiblement, voilà, ça a laissé parfois un sentiment un peu des acteurs de la construction, comme ils vont le dire mieux que moi, se sont sentis parfois pas assez écoutés, ou ils ont identifié des soucis au niveau de la concertation. On va en débattre, et l'idée de cette table ronde, c'est justement de tirer le bilan de toutes ces concertations qu'il y a eu ces dernières années, et de peut-être essayer de trouver des pistes pour lever les freins, trouver une meilleure manière de concerter les acteurs. Je vais faire aussi une petite remarque, on a 40 minutes, donc vous êtes 5 intervenants, donc je pense que dans l'intérêt de tous, pour que toutes les idées soient dites, que vous soyez chacun efficace et court, voilà, efficace dans vos prises de parole, vous m'avez compris. Donc je vais tout d'abord me tourner vers Monsieur Lambert, donc vous êtes président du Conseil national des normes. De nombreux textes sont venus introduire de nouvelles réglementations dans le secteur du BTP. C'est un sujet que vous connaissez très bien, évidemment. Et vous pensez d'ailleurs que ce secteur de la construction souffre d'une overdose de normes. Alors, donc ça ne s'est pas amélioré, visiblement. Il faut partir de l'idée que le logement, peut-être comme l'emploi, c'est une politique que les pouvoirs publics entendent conduire et essayer de se présenter comme étant les faiseurs de succès. Et que la concertation des acteurs fait partie des obligations qui sont d'ailleurs prévues par les lois, mais ce n'est pas le point de vue des acteurs qui va déterminer la manière dont la politique va être conçue. D'où la grande difficulté face à laquelle nous sommes. Nous sommes sur un sujet, s'agissant du logement, qui est extrêmement politiquement sensible, et vous n'avez pas de campagne, qu'elle soit présidentielle ou législative, qui ne tourne sur le logement, avec des chiffres d'ailleurs qui ne parlent pas aux Français. Et on peut s'étonner que depuis les décennies qu'on en parle, aucune solution n'ait été trouvée. En fait, pendant la fonction que j'exerce, on voit donc les réformes se présenter les unes après les autres. La RT 2012, nous avions à cette époque alerté le gouvernement sur le fait qu'il s'agissait d'arbitrer une bagarre entre les électriciens et les gaziers, et la RE 2020 est l'inverse. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont perdu la première bagarre qui vont gagner celle-ci. Vous allez me dire que c'est une façon assez caricaturale de vous décrire le sujet. Je vous assure que c'est la plus grosse part de vrai. Et donc, il faudrait arriver vraiment à ce que les acteurs du logement autour de vous puissent ensemble oublier peut-être la spécificité qui est la leur, parce qu'ils ne font pas tous le même métier, pour pouvoir avoir une parole conjointe auprès des pouvoirs publics et pour pour réussir d'influencer de manière décisive les pouvoirs publics dans l'intérêt général. Parce qu'il n'y a pas de différence d'intérêt entre un gouvernement avec la réussite du logement et l'intérêt de ces acteurs. Si je termine sur un autre sujet, vous nous avez invités à faire court, qui est celui de l'artificialisation des sols. Il se trouve que j'ai été 35 ans notaire, donc j'ai une idée de ce qu'est l'usage des sols.
je peux vous dire que les textes qui ont été adoptés et qui l'ont été d'une manière assez particulière et assez courante en France, c'est qu'on transforme en loi des idéaux. Or, les idéaux, normalement, sont des proclamations. Vous avez la proclamation des droits de l'homme et autres, si vous voulez, dont on n'a pas fait des éléments de droit, où on s'y réfère éventuellement pour faire un arbitrage de constitutionnalité. Or là, si vous prenez le cas de l'artificialisation, il s'agit en quelque sorte d'avoir écrit dans la loi un idéal, de décliner cet idéal par des décrets qu'on ne sait pas écrire. On en avait 3 ce matin qui nous étaient proposés et on ne sait tellement pas les écrire qu'on renvoie dans des arrêtés la manière de les compléter. Donc demain, je vais prendre non pas un logement parce que ça touche moins les gens que des choses comme la santé et donc un hôpital. Aujourd'hui, vous avez un hôpital qui brûle. Avec la loi sur l'artificialisation des sols, vous ne pourrez pas construire l'hôpital le remplaçant à côté de celui actuel. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nicolas Prudhomme, vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH. Est-ce que vous partagez ce constat? D'une certaine manière, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup d'outils de concertation qui existent. Alors pourquoi ça semble ne pas marcher parfois? Alors, ça marche? Ah, ça a l'air bon, ça a l'air... Ah ben voilà, si c'est bon. Voilà. Voilà. Et bien, peut-être dans la continuité de ce que vient d'exprimer Alain Lambert, effectivement, on a de plus en plus de textes qui sont fabriqués par une vision un peu utopique et qui ensuite sont laissés au bon vouloir en fait, du pouvoir réglementaire qui fait ce qu'il peut. Et qui n'a pas toujours d'ailleurs la compétence ou la continuité intellectuelle de ce qui a été pensé par le législateur. Et arrive le phénomène de concertation qu'on évoque, qui aujourd'hui ne satisfait plus vraiment l'ensemble des professionnels et des filières professionnelles, parce qu'on est parti dans un écueil. Alors je vais vous résumer assez simplement. 2 façons de concerter, l'obligation de résultat d'un côté, l'obligation de moyens de l'autre. Je suis plutôt du côté de l'obligation de résultat, qui consisterait à se dire, quand on a une complexité sur un texte, sur une mise en œuvre, sur une norme, etc., on interroge en fait les sachants, on prend leur avis éclairé, argumenté, et c'est à partir de cet avis éclairé, argumenté, qu'on se construit une idée, en mettant un filtre bien entendu, puisque ce sont des filières professionnelles qui réfléchissent et que chacune a son filtre spécifique de lecture. Et là, on peut arriver à quelque chose de construit, d'intelligent, c'est-à-dire que le réglementateur, le législateur s'inspire de ce que la profession, le métier sait et en prend le meilleur. Et puis, l'autre alternative, c'est la concertation par l'obligation de moyens. Alors, la concertation par l'obligation de moyens, c'est assez simple. On écrit un texte quand on est l'administration. On crée une instance de concertation la plus large possible. Et dans cette instance, en fait, on va débattre. C'est-à-dire qu'on va échanger des opinions de façon rhétorique. Donc là, il n'y a plus d'argumentaire. On est vraiment dans l'opinion, dans la croyance. Et puis, on essaie de tirer un vague consensus de cette affaire-là. Et puis, c'est pas très grave qu'il y ait qu'un vague consensus, puisque le texte est déjà écrit. Et ce qui est dramatique, donc c'est ce qu'on vit en fait aujourd'hui, avec des conseils qui ne sont plus des conseils, mais qui sont des espaces de débat, et donc en fait qui sont simplement là pour échanger, et après on coche la case « on a échangé ». Ce qui est un petit peu dramatique, c'est que finalement dans l'exercice qui consiste à choisir, quand on est face à un gué, si on est sur la rive droite ou sur la rive gauche, aujourd'hui ce système-là nous amène à être simplement au milieu du gué. Donc c'est assez peu satisfaisant pour l'ensemble de la profession. Monsieur Lambert, vous parliez des décrets et arrêtés justement qui permettent parfois, entre guillemets, de gagner un peu de temps pour définir les textes. Monsieur Avorka de la Fédération des promoteurs immobiliers, vous nous invitez aussi à prendre le problème en amont et de voir aussi comme des fois il y a des problèmes dans les manières de rédiger la loi. Donc, en amont de ces décrets et arrêtés. Oui, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Lambert l'a très bien décrit. Nombre de lois sont des idéaux. Et à partir de l'idéal, on se retrouve avec une administration qui est souvent démunie face à cet objectif d'idéal. En plus, il y a une forme de Monsieur Plus. Alors là, parce que je suis un peu âgé, je peux citer cet exemple. C'est le Monsieur Plus d'une publicité qui existait il y a 30 ans, où il donnait toujours un coup de coude pour qu'il y ait plus de chocolat, plus de ci. Et vous voyez très bien qu'en France, dès qu'on fait une réglementation, vous avez immédiatement des gens qui s'emparent de celle-ci pour dire « Ah mais si on faisait encore un peu plus ». Alors que le travail que nous avons mené, si je prends l'exemple de l'AR 2020, qui a été douloureux, parce que comme l'a dit Nicolas, nous avons contraint la réflexion et une vraie concertation.
avec des réflexions sur les textes, où l'administration s'attendait juste à ce qu'on coche une case, je vous ai consulté et ça passe, alors que là on a soutenu... Il y a eu 2 versions de la RE 2020. Oui, on a soutenu une vraie discussion, et je suis très heureux que sous la houlette des gens qui ont travaillé sur ce sujet-là dans l'administration, on soit arrivé à un objectif où on a des seuils qui sont l'objet d'un compromis. Et si c'est pour juste après avoir des gens qui se disent « Ah bah tiens, on va en mettre encore plus » et qu'on est déjà avec la même administration qui nous fait des lois et un Pinel plus où il faut être dans les seuils 2025 avec le diagnostic de performance énergétique classe A, à quoi ça sert de demander à des opérateurs de faire de la concertation pour à la fin tout briser et dire non, et finalement vous allez aller là où vous vouliez pas aller et on va vous y contraindre de force et ça va coûter 10% de plus à tous vos acquéreurs. Parce que c'est ça aussi le résultat de toutes ces normes, de ces réglementations. Parce que les normes sont des actes volontaires qui permettent au contraire à la profession de se mettre d'accord sur des standards et de ne pas avoir des techniques courantes qui sont ensuite reconnues comme étant courantes, assurables et qui présentent un nombre de risques limités. Donc ne confondons pas les normes et la réglementation. Mais encore une fois, c'est ce que disaient nos présidents ce matin, 3 500 € de coût de construction, de coût de sortie TTC pour un logement avec un foncier zéro. À l'intérieur de cela, et l'USH, et nous en avons fait le calcul, à l'intérieur de ça, à chaque fois que nous demandons à l'administration une étude d'impact, c'est effarant. Ils nous disent « Ah mais ça va bien se passer, ça coûtera que 50 € ou 100 € par logement. » Et à la fin de l'année, vous en avez collé pour 1 500 € sur chaque logement que les Français doivent payer. Et c'est dramatique parce qu'il n'y a pas de vision, de continuité, du résultat de toute cette réglementation qui s'empile et avoir parfois des choses qui rendent la vie compliquée pour nos clients. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Je préfère vivre dans 35 mètres carrés dans l'ancien que dans 42 mètres carrés dans le neuf. » À votre avis, pourquoi ? Julien Serry, donc vous êtes du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Du côté de votre organisation, on met en avant aussi un problème d'injonction paradoxale, l'exemple étant notamment avec le ZAN. Je vous laisse peut-être développer cet aspect-là. Oui, et puis c'est ce que disait Monsieur Lambert, c'est qu'aujourd'hui, une expérience personnelle, je vous raconte ma vie. Moi, ce matin, j'étais à Besançon avec mes adhérents promoteurs. Je leur présentais la RE 2020, les impacts techniques, le surcoût, etc. La conclusion de ma présentation, ça a été, mais finalement, la RE 2020, c'est que le début et il n'y aura pas que ça. C'est-à-dire qu'on a déjà sur une marche très très haute qui est la RE 2020 et en plus, vous avez ces injonctions de chartes locales, de chartes promoteurs, de PLU qui se verdissent avec une réglementation finalement, un échelon national très ambitieux et nécessaire. Le but, c'est pas de remettre en question les réglementations environnementales, ambitieux et nécessaire, mais une surcouche locale où parfois on vous dit de mettre, je dis n'importe quoi, beaucoup de photovoltaïque alors que l'impact carbone du photovoltaïque est un peu moyen et qu'on vous demande de baisser l'impact carbone de vos bâtiments. Aujourd'hui, on a beaucoup ça et quand on est promoteur, quand on est opérateur aujourd'hui, on vit en permanence dans ces injonctions paradoxales. Je vais aussi ajouter qu'on a parlé des 2 versions de la RE 2020. On a vu qu'il y avait eu des ratés sur le DPE, donc je ne rentre pas dans le détail. Je pense que vous avez tous vu passer les papiers. Peut-être que c'est... Voilà, moi je n'ai évidemment pas d'avis là-dessus, mais c'est peut-être lié aussi à des... Peut-être que si on avait plus parlé en amont, on les aurait évités, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le DPE. Monsieur Estingois, vous êtes directeur général de l'agence Qualité Construction. Vous, ce que vous mettez en avant, c'est qu'il ne faut pas oublier l'objectif principal, qui est la lutte contre le changement climatique. Et le risque de certaines de ces réglementations, c'est qu'elles peuvent venir surajouter les contraintes dans les projets de construction et augmenter les coûts peut-être. Alors pour être dans le même ton que mes prédécesseurs, donc je vais me raccrocher au discours et soutenir le discours de Monsieur Lambert, ce que je n'ai pas toujours fait. Et effectivement, donc le sujet qui me semble important, c'est qu'au regard de l'objectif majeur, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est bien les enjeux de réchauffement climatique. On est tous d'accord là-dessus. Tous les professionnels de la construction soutiennent cette position-là et sont partants pour faire donc, des efforts, des progrès donc, pour répondre à cette exigence essentielle. Le problème, c'est que au-delà de cette exigence essentielle, il se prend des décisions qui interpellent. Et avec, en plus de ça, une forme qui est assez désagréable. Parce que, comme M. Lambert l'a indiqué, donc, on transforme par la loi des idéaux. Des idéaux que nous partageons tous. Mais nous ne partageons pas forcément la loi telle qu'elle les exprime.
Donc, on en cite 2, assez facilement, simple. Donc, des douches sans ressaut, généralisées. Nous sommes tous pour que on se préoccupe donc de nos concitoyens qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des problèmes d'accès à leur logement déjà, donc à la douche, etc. On s'en préoccupe tous. Mais notoirement, la réponse, c'est pas mettre des douches sans ressaut de façon généralisée. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Oui, puis en termes de possibles sinistres... Non, mais, et du coup, les possibles sinistres, c'est énorme, et les sinistres en question, c'est un mauvais bilan carbone, un mauvais bilan énergétique, donc ça va à l'encontre de l'objectif général. Donc c'est vraiment tout à fait essentiel. Alors ceci étant, donc, on est dans une démocratie, et c'est heureux, donc les ministres prennent des décisions, les gouvernements prennent des décisions, donc il faut juste donc, dire que dès lors qu'il y a un enjeu majeur qui est porté, ben, il serait bon qu'en permanence, on fasse référence, quelle que soit la réforme concernant les enjeux de la construction, qu'on fasse systématiquement référence à cet enjeu et la façon dont il est traité dans le document en question. Et donc, je peux citer aussi, donc, sous un autre aspect qui est idéal, on a tous envie qu'il y ait zéro accident du travail, qu'il y ait zéro maladie professionnelle. On est tous sur cet objectif-là. On a ici, excepté Monsieur Lambert, étaient tous plus ou moins acteurs de terrain dans la construction. On s'est tous préoccupés de ce sujet de sécurité de nos ouvriers. Hein, j'ai eu à diriger des ouvriers. Pour autant, donc, est-ce qu'il y a des dispositifs de précaution, par exemple sur l'amiante, qui ne vont pas un petit peu trop loin et qui, du coup, empêchent la réalisation de travaux sur la performance énergétique parce qu'au regard du surenchérissement donc, pour des personnes aux moyens limités, eh ben, elles font le choix de ne pas faire alors qu'elles auraient éventuellement fait. Voilà. Monsieur Serry, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, j'étais sûr à 100% que Philippe Estingoal avait parlé des douches sans ressaut, donc du coup j'ai préparé un rebond sur les douches sans ressaut qui rentre bien, je pense, dans le thème de la question, parce que les douches sans ressaut, c'est exactement ce qui, à mon avis, il ne faut pas faire pour une bonne concertation. Les douches sans ressaut, quand le ministère nous a présenté... C'est les douches à l'italienne, hein, c'est ça? Les douches à l'italienne, voilà, alors oui, vous avez obligation depuis le 1er juillet, quasiment dans tous les logements collectifs, de faire des douches sans ressaut. Vous pouvez toujours faire des baignoires, mais dès que vous faites une douche, vous devez faire une douche à ressaut zéro, une douche à l'italienne, effectivement. Et à mon avis, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, parce que quand on nous a présenté ça, mais l'ensemble de la profession, pour une fois qu'on est tous d'accord, l'ensemble de la profession a dit « Attendez, là, on n'est pas prêt, on a besoin de plus de préparation, ça va être très sinistrant, généraliser les douches sans ressaut, c'est un risque. » Ce texte est quand même passé. Nous, on a proposé, tous, de faire d'abord des guides de bonne pratique, de former nos artisans. Donc en fait, on sort la réglementation et puis après, on court après pour essayer d'y répondre. Alors que je suis en train de l'écrire en ce moment, là, le guide sur les douches sans ressaut. Je peux vous dire que je m'arrache un peu les cheveux. D'ailleurs, en plus, on parlait d'injonction paradoxale, douche sans ressaut sur un plancher en bois. Aujourd'hui, très compliqué alors qu'on nous dit de faire du biosourcé partout. Et donc, c'est exactement par rapport à la notion de concertation, ce qu'on a fait à l'envers, en fait. On n'a pas préparé le terrain et on a sorti le texte, alors qu'il faut préparer le terrain et ensuite sortir la réglementation, aussi impactante soit-elle dans ce cas-là. Très bien. On va passer à la deuxième partie de l'échange sur les solutions. On ne va pas rester sur un constat déprimant. Je vous invite à refaire cette performance de... Vous avez bien joué le jeu, je trouve, d'être à la fois court et efficace. On est dans les temps. Donc je vais repasser la parole à Nicolas Prudhomme. Qu'est-ce que vous proposez comme idée pour que ça se passe mieux, cette concertation? Bien dans les idées, alors ça peut être des idées extrêmement pragmatiques. La première, celle qui a fait ses preuves, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire de toujours bien préparer en amont la mise en place d'un dispositif. Quand on l'a fait de cette façon-là, ça s'est plutôt bien passé. On prend un exemple simple d'actualité. Le label BBC a préparé la mise en place de la RT 2012, ça s'est bien passé. La RE 2020 est sortie un petit peu du chapeau, c'est-à-dire qu'on avait une expérimentation en face, heureusement, qui s'appelle le plus c'est moins, qui était là pour essayer d'évaluer la capacité à faire, le coût, etc. Et on s'est plus ou moins assis sur les résultats de cette expérimentation dont on ne pouvait pas attendre les résultats pour produire un texte qui, dans un premier temps, pour être franc, ne tenait pas la route. Donc la première idée, c'est de façon systématique, à côté d'une étude d'impact, d'avoir une expérimentation. Et pour revenir à l'idée que je soulevais tout à l'heure, ça veut dire qu'on est dans une obligation de résultat quand on concerte et que donc on amène de l'argumentation.
Elle est illustrée, elle est démontrée avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, les effets secondaires, etc., etc. Donc ça peut être une idée qui est très pragmatique et très basique, qu'on a déjà pratiquée, qui a fait ses preuves. La deuxième, puisqu'on est là aussi un peu pour rêver, moi j'aurais tendance à titre personnel à imaginer la contrepartie de l'étude d'impact, qui parfois peut être un peu fantaisiste et un peu subjective. Ce serait l'évaluation a posteriori, l'évaluation durable, c'est-à-dire on prend un dispositif et à horizon 5 ans ou 10 ans, enfin un horizon qui a une notion de validité par rapport à l'étude d'impact, on vérifie de façon durable les différents paramètres, c'est-à-dire l'impact sociétal, l'impact économique, l'impact environnemental du dispositif qui a été mis en place, et on corrige, on adapte, on augmente, voilà, on module au mieux le dispositif. Et puis, bien entendu, pour que ce travail soit fait, on peut tout à fait imaginer, et c'est là que je rêve doublement, c'est que tout dispositif qui ne serait pas évalué de la sorte soit simplement supprimé. Vous voyez, donc les 36 000 lignes de code annuelles, on verrait d'un seul coup réduire un petit peu la taille du code, on aurait un peu moins d'arbres abattus, et puis les professionnels peut-être s'en porteraient pas plus mal. Même question pour vous, monsieur Hovorka. Nicolas parle d'or, parce que par exemple en Suisse, un certain nombre de dispositifs légaux sont adossés à une date de péremption. Charge ensuite au législateur de le pérenniser ou de le laisser mourir de sa belle mort. Et je crois que là, on a une proposition qui est excellente et qui en plus est déjà appliquée chez nos amis suisses. Moi, je vois deux éléments. Le premier, c'est comment pouvons-nous, nous, travailler, et on s'y emploie, pour sortir d'une société de contrôle. On a eu la loi ESSOC qui s'appelle Société de confiance. En fait, on a fait tout l'inverse avec l'administration depuis 5 ans. On a multiplié les systèmes de contrôle. C'était une loi qui était censée simplifier considérablement la réglementation. Et qui est censée normalement faire confiance aux acteurs par un contrôle a posteriori. Résultat des courses, je vous invite à regarder un formulaire CERFA d'obtention de dépôt de permis de construire. Je pense qu'il faut donner une 40aine de pièces complémentaires et c'est à s'arracher les cheveux. Vous devez passer par tout un processus d'attestation sur l'honneur, comme quoi vous allez faire des calculs. Mais dans quel monde vit-on ? Vous vous engagez 12 fois sur l'honneur à respecter la loi. Mais dans quel monde vit-on ? Où est l'administration ? Ensuite, après le permis, vous enchaînez les contrôles, la police administrative, les mesures... Mais pourquoi faire ? D'où ça sort ? On a des gens responsables qui travaillent ensemble à construire des normes, qui sont elles-mêmes adoubées par l'ensemble de la profession, qui sont traités dans un système assurantiel que nous ne pouvons que respecter depuis 40 ans, et résultat des courses, on recontrôle par derrière. Où va-t-on ? Donc là, vraiment, la solution pour moi, c'est vraiment d'appliquer une société de confiance et de donner la responsabilité aux acteurs. Et donc j'avais vers la deuxième solution, c'est de permettre à des instances comme le Conseil supérieur de la construction, et je salue son président qui est ici, d'avoir un vrai rôle de concertation, d'observation, et nous appelons de nos voeux dans le désert depuis 2 ans à peu près, la mise en place d'un observatoire sur les réglementations, notamment sur l'ERE 2020, pour regarder ce qui est possible de faire, les coûts que ça représente, et arrêter de faire des études d'impact par petits éléments, comme si ça allait vraiment donner une réponse à l'impact que ça va avoir sur la vie de nos concitoyens. Et enfin, dernier point, j'aimerais qu'on arrête en France de se flageller. Nous sommes les champions du monde de la performance environnementale et carbone. Personne au monde n'a mis en place la réglementation de calcul carbone que nous avons en France. Et comme l'a dit Julien, toute la profession a été d'accord pour la mettre en œuvre. Maintenant, si ça devient un outil de punition, un outil de coercition, un outil d'avoir moins d'accompagnement de la création de logements et d'augmentation des coûts que nous devons faire subir à nos acquéreurs, là, je ne suis absolument pas d'accord. Et j'insiste vraiment pour qu'on revienne vers une vision d'observation. Nous avons des outils digitaux. Là, le CSTB a mis en place une base de données nationale des bâtiments. Mon Dieu, que diable, utilisons les outils qui existent. Mettons-les en unité, en coopération. Vous voyez, tout bêtement, on a une base de diagnostic performance énergétique. On n'a pas le droit d'y avoir accès. On est obligé de passer par des intermédiaires. Ces bases en open data sont très difficilement utilisables. Redonnons-nous les moyens d'agir ensemble. On est les champions du monde de la réglementation et des objectifs carbone. Assumons ce rôle. N'allons pas trop loin et démontrons que nos entreprises et
les travaux que nous menons nous permettent vraiment de démontrer qu'on a fait quelque chose d'efficace en termes de réduction de l'impact carbone. C'est là où nous voulons aller. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure, démontrons-le. Monsieur Seri, pareil. Trois aspects complémentaires avec ce que disaient mes camarades. Le premier, c'est le délai. Le délai, c'est-à-dire que quand une réglementation, elle rentre en vigueur, elle s'applique 1 mois, 2 mois après que le texte soit sorti, ce délai est beaucoup trop court. Je prends l'exemple de la RE 2020. Ouais. La RE 2020, c'est deux aspects. Hein. C'est un moteur de calcul et un texte réglementaire. Les deux sont sortis fin août, début septembre, pour une mise en application au 1er janvier. Quand le terrain a découvert ça, ils se sont dit waouh, là, ça va être très très chaud. Et d'ailleurs, ça l'est très très chaud pour d'autres raisons aussi. Donc, faire des textes avec une entrée en vigueur rationnelle, un délai d'entrée en vigueur rationnel par rapport à l'ampleur surtout du texte réglementaire. Le deuxième aspect, c'est un peu ce que disait Nicolas, c'est l'expérimentation. Et là, pour le coup, on a une solution et un bon exemple qui nous a été montré, qui nous a été proposé hier par l'administration, donc il faut le saluer, c'est sur la ventilation. Hier, on nous a dit, on vous propose pas de changer. Alors, la ventilation, il faut peut-être un rappel technique pas trop long. C'est un arrêté qui date de mars 82, qui est un peu obsolète, qui mérite peut-être d'être révisé, mais qui, s'il est révisé, a des impacts techniques importants, comme toutes les réglementations. L'administration nous a dit, on va créer une réglementation à côté de cet arrêté de mars 82, qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir expérimenter, on va l'écrire ensemble, on va la co-construire. Mais vous pouvez toujours faire, si jamais le projet, pour des raisons X ou Y, ne peut pas, vous pouvez toujours faire comme vous faites avant. Donc c'est à nous maintenant d'écrire une réglementation de laquelle les acteurs vont s'emparer. Et ça, c'est pour moi déjà une solution qui est beaucoup plus intéressante. Là, on expérimente avant de Julien, je t'interromps. Parce que si c'est pour avoir la chose qu'on a obtenue avec les solutions d'effet équivalent, avec un triple système de contrôle qui renchérit le système d'effet équivalent et qui le rend impossible, c'est pour ça que je suis désolé, faut qu'on l'écrive on n'est pas prêt de s'en sortir. Il faut qu'on l'écrive pour qu'elle soit appliquée. Et là, c'est aussi notre travail de le faire. Il faut qu'on l'écrive pour qu'elle soit appliquée. Le troisième aspect, c'est un peu le service après-vente de toutes ces réglementations. C'est un peu ce que vous disiez. Même au-delà de l'impact économique d'une réglementation, ne serait-ce que se dire, au bout de 3 ans, est-ce que les acteurs l'appliquent, cette réglementation? Est-ce que le terrain l'a pris en main? Déjà ça, c'est un premier indicateur qui mérite d'être évalué et qu'on ne fait pas assez. Donc ça peut être une solution aussi. Merci. Monsieur Estingois, sur cet aspect des voies de progrès. Alors moi, je suis très démocrate. Et donc, en étant très démocrate, je souhaite qu'effectivement les élus du peuple fassent leur job et puis donnent les orientations politiques et fassent les choix réglementaires donc, qui sont nécessaires. Ceci étant, pour qu'ils puissent faire ces choix avec intelligence, donc il me semble indispensable qu'ils s'appuient sur des structures comme le Conseil supérieur de la construction et qu'ils l'écoutent, puis qu'ils prennent des décisions parce qu'ils ont pris un ensemble d'éclairages pour pouvoir prendre les décisions. Mais il faut qu'ils aient en permanence en tête que le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le respect de l'engagement premier que l'on doit aux citoyens et que le citoyen attend donc, autour de la performance énergétique et la réduction du réchauffement climatique, il est en permanence en tête. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un Conseil supérieur de la construction qui soit donc un assemblage de constructeurs, de praticiens de la construction expérimentés et qui puissent effectivement donc, parler techniquement des sujets de façon à ce que les élus, dans leur sagesse, puissent s'appuyer sur des analyses techniques partagées. Les différentes composantes du monde de la construction n'ont pas les mêmes enjeux, on vient de le voir, n'ont pas tout à fait les mêmes discours, mais à la fin, donc, ils savent systématiquement créer un consensus qui doit être une référence, et on peut souhaiter que les élus l'écoutent. Deuxième élément important qui a été cité, c'est le délai. Donc, quand il est demandé aux acteurs de la construction et aux services de l'État de réécrire le code de la construction en 1 an, ça n'a pas de sens. C'est ce qui a été demandé par des élus, ça n'a pas de sens. Et je cite celui-là parce que c'était le plus grossier, mais il y a un tas d'autres exemples de ce type-là où on ne donne pas le temps d'étudier les textes. Non seulement on ne donne pas le temps donc, sur la réflexion pour la mise en œuvre, mais on ne donne même pas le temps aux services. Donc moi, je critique pas les services, ils font ce qu'ils peuvent. Donc on ne donne pas le temps aux services de faire les études adéquates. Et du coup,
Donc en Conseil supérieur de la construction, on n'a pas l'ensemble des éléments qui permettent de réfléchir. En particulier, donc, et les études d'impact sont essentielles, Franck, donc il est indispensable que les études d'impact soient complètes. C'est-à-dire que quand on présente donc une réflexion, on doit regarder les études d'impact avec l'ensemble des composantes de l'impact de la décision, de façon à ce que le sujet soit bien complètement appréhendé avant la décision donc, des politiques. Voilà, c'est vraiment le point crucial, me semble-t-il, pour qu'on puisse avancer correctement. On a fait une étude avec Franck, nous étions dans un même groupe, dans le cadre de laquelle on a eu une approche prospective de ce que pouvait être donc, la construction à 2050. Et il y a un élément essentiel dans cette étude, c'est que le bon résultat de 2050, donc, il est strictement conditionné par la décision politique. Et donc, il y a une responsabilité colossale donc, des politiques, avec une difficulté, c'est qu'ils doivent viser le long terme. Monsieur Lambert, beaucoup de choses ont été dites. Vous pouvez évidemment rebondir sur ce qui a été dit, apporter vos propres solutions, propositions. Alors d'abord, je pense que nous avons des raisons d'être optimistes. Et je crois en effet que les solutions sont entre les mains des acteurs. Comme Philippe, je suis démocrate. Cela étant, je ne crois pas que la démocratie soit un instrument qui permette de garantir l'efficacité de l'action publique et la prospérité d'un pays. Je vais prendre un exemple presque d'actualité. C'est ainsi comme si on confiait à la loi le soin de fixer le nombre de médailles d'or aux prochains Jeux Olympiques. Ça peut être un souhait, mais comment pouvoir atteindre cet objectif si on ne demande pas aux fédérations sportives de former leurs athlètes ou leurs ressortissants pour avoir le niveau mondial qui leur permette d'accéder aux médailles d'or en question. Et je pense que l'action publique du XXIe siècle ne pourra pas être celle du XXe ou du XIXe siècle. C'est une action publique d'un État qui devient stratège et qui s'appuie sur l'action de tous les acteurs. Et les acteurs, en effet, doivent aussi apprendre à travailler ensemble, plus qu'ils ne font aujourd'hui, parce que pour avoir été membre du Parlement et du gouvernement, je pouvais me réjouir parfois d'organiser le désaccord entre les acteurs. Lorsque vous n'avez pas de moyens à leur donner, rien n'est plus facile que de dire, après tout, on ne fait pas assez pour le logement social, on fait trop pour le logement intermédiaire, etc., etc. Vous enfumez, entre guillemets, tout le monde et vous n'avancez pas. Donc je pense que le point de vue collectif des acteurs est un point de vue important. Je crois aussi que nous devrions transformer les politiques publiques en engagement national. Si je prends l'exemple du logement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, sur les 5 ou 6 années qui viennent, combien de logements de chaque catégorie voulons-nous? Quel niveau de protection voulons-nous leur apporter pour atteindre l'objectif d'un moindre réchauffement climatique? De se tourner vers les acteurs et de leur dire, est-ce que vous êtes capable de vous organiser pour nous préparer un plan national visant à respecter l'engagement national que nous vous proposons? Si vous nous répondez immédiatement que vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, eh bien l'État se substituera à vous. Je mets de côté le foncier parce que le sujet est trop compliqué naturellement pour le traiter. Mais vous avez dans les intervenants, beaucoup de solutions qui nous ont été proposées. Je crois par exemple que les normes volontaires, c'est l'avenir de la norme. Parce qu'au fond, on respectera beaucoup plus une norme volontaire qu'une norme qui nous a été imposée par la contrainte, voire par la menace. Parce que dans le premier cas, vous vous sentez tenu au regard de votre éthique. Dans le deuxième cas, vous vous sentez tenu par rapport à l'amende que vous pouvez subir. Ce qui est d'une nature tout à fait différente. Je crois aussi que vous avez évoqué la société de confiance. Je crois que c'est Franck qui en a parlé. Alors là, je vais vous dire, je pense que c'est abstrait, la confiance. Mais vous qui, pour beaucoup d'entre vous, avez des contractants tous les jours, vous, ça peut être des locataires, vous, ça peut être des clients, etc. Dès que vous êtes dans un niveau de défiance, vous ne pouvez construire qu'un contrat qui ne marchera jamais. Bon. Et donc, je crois que la confiance
Ce qui est extraordinaire, c'est que l'État a trouvé le moyen de l'écrire, qu'il avait confiance dans les citoyens, et il ne l'a pas écrit pour les entreprises. Je trouve ça. Et quand je dis l'État, je ne vise pas un gouvernement en particulier. Pour être franc, je trouve que si nous les mettions en compétition, il n'est pas sûr que nous pourrions en sauver beaucoup. Bon. Et donc, je crois vraiment que nous devons instaurer la confiance comme étant le mode normal de relations. Et comme je suis un vieux civiliste, je vous dirais que c'est prévu dans le Code civil. Bon, ça ne l'est pas dans le Code commercial qui est trop jeune, bien entendu. Je crois aussi qu'il faudrait, s'agissant des délais, je crois que c'est Julien qui en a parlé, les délais, ça fait partie de cet engagement national dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un engagement collectif qui nous amène à essayer d'atteindre un objectif collectif, on a inscrit un agenda dedans. Bon, on ne le tiendra pas toujours, parce que c'est la vie des affaires et c'est la vie des entreprises. Mais on cheminera pour y arriver. Et si je conclue, pardonnez-moi, parce que quand on fait de la politique, on est souvent bavard, je crois vraiment que si les gouvernements veulent avoir des pays prospères dans un monde d'une compétition absolument sans pitié, eh bien, ils vont devoir s'appuyer sur leurs forces vives, nouer avec ces forces vives de la confiance, avoir des exigences avec elles pour qu'elles se mettent ensemble à proposer à l'État l'atteinte d'objectifs d'intérêt généraux ou d'intérêt général qui auront été définis ensemble, et alors on pourra progresser. Sinon, il se passera pour le logement ce qui s'est passé pour le travail. On aura doublé la hauteur du Code du travail et on aura des problèmes d'emploi comme on a des problèmes de logement. Donc la sagesse du juriste que je suis, c'est de vous dire la confiance, c'est plus fort que le contrat écrit savamment par des juristes qui ne voient que le contentieux, alors que c'est l'objectif d'intérêt général qui doit guider la pensée des contracteurs. Eh bien, merci beaucoup pour ces paroles encourageantes. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Et il nous reste 2 minutes pour d'éventuelles questions. Oui. Monsieur. Il y a monsieur Christophe Carège, donc, qui est président du Conseil supérieur de la construction, dont il a été question. Hop là. Je vais être très rapide, mais vous m'avez sollicité, donc je ne veux pas me dérober. Non, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais insister quand même. Moi, je suis président du Conseil supérieur de la construction depuis 2 ans. C'est quand même une période très particulière, puisqu'elle est marquée par énormément de textes sur la transition écologique et énergétique. Nous n'en sommes qu'au début. Et le paradoxe, c'est que tout le monde veut évidemment moins de normes, et en même temps, on est dans une période où on a beaucoup produit de nouvelles réglementations, aussi parce qu'on a fait un choix plutôt réglementaire par rapport, par exemple, à la taxe carbone. Le fait qu'on n'ait pas été capable de mettre en place la taxe carbone, ça veut dire que la transition écologique et énergétique, on l'a fait surtout sur un plan réglementaire. Je dis ça au passage parce que je pense que c'est un sujet qui devrait être très ouvert. Et donc ça veut dire qu'on a eu une avalanche de textes, je l'ai dit d'ailleurs au gouvernement, qui n'a pas permis toujours, soyons très clairs, d'avoir l'expertise pour les analyser. La concertation, ça demande d'abord du temps. Et c'est vrai, à la fois parce qu'il y avait cette urgence sur le plan de la transition écologique et énergétique, il y avait aussi une fin de mandat, soyons clairs. À la fin de mandat, le gouvernement, c'est pas une critique, mais c'est la réalité, essaye de terminer tous les projets au maximum, avec une pression très forte sur l'administration. Et c'est vrai que, par exemple, les ratés du DPE, on peut penser que si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu les éviter. Donc voilà. Donc, là-dessus, je suis complètement d'accord et je pense qu'il y a eu cette période. Et c'est pourquoi moi, je plaide que pour les 2 prochaines années, puisque je considère qu'aujourd'hui, le socle réglementaire de la transition écologique et énergétique, il est mis en place, à la fois pour la construction, à la fois pour l'efficacité énergétique. Moi, je plaide pour qu'il y ait une pause réglementaire, qu'on prenne le temps de regarder ce qui a été fait et la mise en œuvre de ce qui a été fait. Et qu'on ne reparte pas dans un nouveau cycle de processus réglementaire. Le deuxième point, et j'en termine, c'est que la concertation, ça dépend de l'engagement et de la volonté des acteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Ça veut dire qu'au niveau du Conseil supérieur de la construction, moi je souhaiterais que le ministre vienne défendre ses projets, défendre ses orientations. Et je pense que d'un autre côté, il faut que les organisations aussi assument, comme l'a dit Alain Lambert très justement, un certain nombre d'orientations qui sont des orientations
délibérées par le Parlement et qu'à un moment ou à un autre, elles s'imposent à tout le monde, qui ne font pas plaisir, évidemment, toujours aux représentants et aux mandants de ces représentations, mais il faut aussi qu'elles aient cette capacité à assumer devant leurs adhérents aussi un certain nombre d'orientations. Voilà. Et s'il y a cet engagement des partis, je pense qu'effectivement, on peut avoir une concertation plus positive. Très bien, merci pour cet apport. Et nous arrivons au bout du temps. Donc, écoutez, merci encore à tous nos intervenants pour ce débat très intéressant. Voilà, on peut les applaudir à nouveau. Et je vais